Scientia, c'est le titre que l'UFAL a choisi pour sa nouvelle émission. Une émission exclusivement dédiée au savoir humaniste. Dans ce premier épisode, nous attaquons d'emblée par un sujet brûlant. Ou, pour utiliser un terme qui revient souvent dans les discussions passionnées, un sujet clivant. Que savons-nous des vaccins ARN contre le Covid-19 ? Patrick Gaudret est généticien. Il a travaillé comme directeur de recherche au CNRS et c'est un ancien membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, plus communément appelé CCNE. Patrick Gaudret est l'auteur également du livre « Quand la santé fait parler l'ADN ». Jamais la science n'a été autant exposée au débat public. En temps de pandémie, face aux espoirs, aux inquiétudes qu'elle suscite, la connaissance doit-elle être la propriété d'une élite ? La science peut-elle ou doit-elle guider les politiques publiques ? C'est le débat que pose Patrick Gaudret vis-à-vis des nouveaux vaccins contre le coronavirus. Scientia, le savoir humaniste, consacré au vaccin ARN, une émission à retrouver comme tous les autres podcasts de l'UFAL sur notre chaîne Laïcidane. Que savons-nous des vaccins ARN messagers contre le virus qui cause le Covid-19 ou la Covid-19 ? C'est la question qui m'a été posée, à laquelle je voudrais essayer de donner quelques éléments de réponse. Pour commencer, je voudrais en fait parler de science et comment parler de science en temps de crise sanitaire. C'est fou, on ne peut pas lire les journaux, on ne peut pas écouter ou voir un flash d'information quelconque sans qu'il soit question de vaccin ou de vaccination. C'est le mot à la mode aujourd'hui. On pourrait croire que c'est parce que nous vivons au pays de Louis Pasteur, un des grands précurseurs de la vaccination. Mais c'est hélas plutôt dû pour une bonne part aux trop nombreuses personnes qui, par ignorance ou par fanatisme, se prononcent haut et fort contre les vaccins et la vaccination. Certains les nomment anti-vax. Nous sommes aujourd'hui dans un temps, pandémie et crise sanitaire oblige, où l'on n'a jamais autant parlé de vaccin, celui contre le virus responsable de la Covid-19 en particulier. Nous sommes également dans une situation paradoxale dans laquelle la recherche scientifique et les innovations qu'on en attend sont l'objet de tous les espoirs, mais cristallisent en même temps toutes les critiques. Pour autant, la communication à ce sujet est souvent fort mauvaise. Les scientifiques et les médecins, ou plutôt certains scientifiques et certains médecins, sont en partie responsables. Mais il faut avouer que trop de personnes, et notamment des politiques ou des journalistes plus avides de scoop que de vérité scientifique, et prompts à provoquer la division en alimentant des querelles et polémiques stériles, trop de personnes, donc, s'expriment à tort et à travers. La liberté d'expression n'a pas et ne doit pas avoir de limite, bien sûr, mais elle est souvent bornée par elle-même par l'inculture, l'incompétence ou le manque d'humilité. Difficile parfois de savoir d'où tous ces pseudo-communicants s'expriment, et donc ce qui justifie les tombereaux de bêtises incohérentes qu'ils assènent à la population, une population fragilisée par la pandémie, fragilisée par les grandes difficultés auxquelles cette pandémie les expose et les peurs qu'elle induit. Personnellement, je n'ai de leçons à donner à personne. J'ai juste un petit peu d'informations et de réflexions que je peux partager en toute humilité, mais aussi avec la rigueur scientifique. Je n'oserais pas parler de compétences, mais rigueur scientifique que m'a donnée ma formation de virologiste et de généticien, ma pratique de la recherche scientifique au sein du CNRS pendant des dizaines d'années, et de la réflexion éthique à laquelle m'a initié ma participation pendant 9 ans aux travaux du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, le fameux CCNE. Dans mon livre récent, intitulé « Quand la santé fait parler l'ADN », je faisais la remarque qu'aujourd'hui la santé est devenue une préoccupation sociale majeure. Les scientifiques et les soignants, avec leur savoir technique, sont souvent ceux que la société interroge sur ce qui est bon pour elle. Elle leur demande des pistes pour élaborer son futur. Et je posais la question suivante. N'existe-t-il pas une certaine dictature des sachants qui en ferait une référence de ce qui peut et de ce qui doit être fait ?
Est-ce à eux, ces sachants, qu'il revient de décider en dernier lieu de ce qui est juste pour une vie bonne? Peuvent-ils être garants de ce qui est éthique? Alors poser la question, c'est probablement penser que la réponse doit être négative. Mais si l'on peut être d'accord avec le philosophe Jacques Maritain que ce n'est pas à la science de régler notre vie, mais à la sagesse, il faut reconnaître que la science, dans son domaine, qui est celui de la connaissance, peut nourrir cette sagesse. Rappelons-nous que si les scientifiques peuvent être un peu coupés du monde, parfois difficilement compréhensibles, parfois un peu arrogants même, peu d'entre elles et eux, ces scientifiques, sont fous ou ont passé un pacte avec le diable. Comment alors expliquer la défiance de certains vis-à-vis de la science et des scientifiques? Défiance alimentée certes par les tendances complotistes de certains médias. Comment faire pour que nous toutes et tous retrouvions la confiance en la science et ce qu'elle peut apporter à notre mieux-être et au progrès de nos sociétés, progrès social en tête? Dans un texte sur l'idée de progrès, Étienne Klein nous disait « N'attendons pas tout, ni de la science, ni de son rejet, car ni la science ni la négation de la science ne choisiront l'avenir à notre place. » Alors parlons un peu vaccination et vaccin. Je voudrais tenter de rappeler à quoi sert un vaccin et en quoi les vaccins à ARN messager sont différents des vaccins classiques. Nous sommes en permanence, exposés à des substances ou des organismes qui nous empoisonnent ou nous rendent malades. Heureusement pour nous, l'immunité nous donne la capacité de résister à l'action d'un poison ou d'un agent pathogène. Cette immunité peut être naturelle ou acquise. Acquise, elle peut l'être de façon spontanée, à la suite d'une première exposition à un agent infectieux, une primo-infection, comme on dit, que nous avons vaincue, ou artificiellement au moyen d'un vaccin. Le nom même de vaccin nous reporte au XVIIIe siècle et à l'anglais Jenner, qui a eu l'idée d'utiliser le virus de la vaccine pour protéger les humains de la variole, maladie qui faisait alors des ravages. Cette histoire est belle historiquement, belle aussi parce que ce fut un succès médical énorme permettant l'éradication totale de la maladie grâce à cette simple vaccination. Donc ça fonctionne bien. En fait, pour être honnête, ça fonctionne plus ou moins bien suivant les cas, suivant les maladies, mais toujours pour le mieux de notre santé. Dans nos contrées, on s'est ainsi débarrassé de la poliomyélite, en grande partie de la tuberculose et d'autres maladies parfois mortelles. Dans tous ces cas, le vaccin utilisé était l'agent infectieux lui-même, virus ou bactérie, atténué ou inactivé. C'est aussi la voie que les Chinois ont choisie contre la Covid-19 avec les laboratoires Sinovac et Sinopharm. D'autres types de vaccins, d'autres vaccins ont été utilisés qui mettent en œuvre des protéines, comme les toxines tétaniques ou diphtériques. Et les vaccins contre celles-ci nous protègent efficacement contre le tétanos ou la diphtérie. Qui voudrait prendre encore le risque de mourir dans des conditions atroces de ces deux maladies? Les progrès technoscientifiques nous donnent accès aujourd'hui à des protéines produites par ingénierie génétique, génie génétique. C'est le cas contre la grippe ou l'hépatite B. Le groupe français Sanofi développe avec le britannique GSK, GlaxoSmithKline, un vaccin utilisant une protéine du virus de la Covid-19, le SARS-CoV-2, fabriqué cette fois par ingénierie génétique et qui viendra enrichir la panoplie d'outils pour lutter contre la Covid-19. On sait également faire produire par nos cellules ces fameuses protéines qui vont activer notre système immunitaire grâce à des virus dits recombinants. Il s'agit d'organismes génétiquement modifiés pour éliminer des gènes qui pourraient les rendre dangereux pour nous. Cette approche a été utilisée contre la maladie d'Ebola par exemple. Elle l'est aussi dans le cas de la Covid-19 avec le vaccin d'AstraZeneca, de Johnson & Johnson ou du russe Sputnik.
Mais les premiers vaccins anti-Covid-19 arrivés en Europe sont d'un autre type, entièrement nouveaux. On les appelle vaccins à ARN messager. Les ARN messagers sont des molécules naturelles, universellement utilisées pour la transformation du message génétique, nos gènes, en protéines qui sont les chevilles ouvrières du fonctionnement de nos cellules. Les virus utilisent aussi ces messagers pour fabriquer leurs propres protéines. Bien sûr, mettre à profit cette extraordinaire mécanique pour nous défendre contre des maladies n'avait rien de simple ni de facile. Il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de recherches, et on peut citer les recherches d'une biochimiste hongroise, Katalin Karikó, pour rendre ces ARN messagers utilisables en médecine, pour diminuer les réactions inflammatoires exacerbées qu'ils peuvent induire, et surtout pour les stabiliser puisqu'ils sont naturellement très labiles, très fragiles. D'ailleurs, le vaccin de Pfizer-BioNTech, malgré toutes les protections, reste très fragile et nécessite d'être conservé à moins 70 degrés, ce qui ne rend pas aisé ni son stockage ni son injection en masse. Par contre, celui de Moderna, qui est un petit peu en avance de ce point de vue, se contente d'une température de stockage de moins 25 degrés. Alors ce qui a frappé tous les observateurs, vraiment tous, c'est le délai très court qui a séparé la découverte du nouveau virus, ce fameux SARS-CoV-2 de la famille des coronavirus, et l'arrivée sur le marché de vaccins efficaces contre la maladie. Alors qu'on restait sur l'idée qu'il fallait des années pour mettre au point de tels outils, d'en faire les nécessaires essais cliniques, d'en obtenir les agréments sanitaires, et là, quelques mois ont suffi dans le cas de la Covid-19. Comment cela a-t-il été possible ? Cette fabuleuse histoire illustre les progrès que la génétique en particulier a accomplis ces dernières années. Dès le virus identifié et isolé, les scientifiques ont été capables de déchiffrer son matériel génétique, de l'ARN dans le cas d'espèce, de reconnaître et de comprendre les gènes qui le constituent. Grâce à toutes les recherches faites préalablement sur les coronavirus déjà connus, nous avons pu déduire très vite quelle pouvait être une bonne cible pour préparer des vaccins. Il s'agit de la protéine par laquelle le virus s'accroche à ces cellules cibles, lui permettant d'y pénétrer et de s'y reproduire. Disposant de la séquence du gène, nous avions d'emblée tous les outils en main pour préparer en laboratoire les réactifs nécessaires à l'élaboration de vaccins. Pas besoin de multiplier le virus dans des cultures cellulaires, pas besoin d'en purifier la protéine en question, des processus qui sont très longs et très coûteux. Fabriquer de l'ARN messager est quelque chose de relativement simple, bien rodé et très rapide. Si on y met beaucoup d'argent, ce qui fut le cas pour la Covid-19, pas de problème pour en fabriquer des quantités nécessaires à vacciner des millions de personnes. Étant donné que nous étions en pleine pandémie, pas de problème non plus pour trouver des sujets pour une étude clinique de grande ampleur. L'étude de BioNTech Pfizer a réuni plus de 43 000 personnes et celle de Moderna plus de 30 000, avec des suivis d'environ 2 mois lors de la demande d'agrément auprès des autorités sanitaires. Compte tenu de la crise sanitaire, ces autorités de santé ont mis en place une méthodologie d'analyse des dossiers cliniques d'une grande efficacité qui a permis d'accélérer le processus d'autorisation sans que cela fût au détriment de la sécurité des personnes. Le CCNE a dit dans un texte qu'il a produit en décembre dernier que le contexte pandémique a créé une situation d'urgence qui a déterminé une réactivité exceptionnelle pour parvenir au vaccin. Bien sûr, de nombreuses critiques alimentées parfois par des fuites, notamment au sein de l'Agence européenne du médicament, l'EMA, faisant état de pressions diverses du pouvoir politique européen en particulier, ont tenté de jeter un discrédit sur les procédures d'autorisation. Mais à part semer le doute dans les esprits, ces polémiques stériles
surtout peu compréhensibles par un public non ou mal informé, ne font que nourrir les lobbies anti-vaccins. J'y vois personnellement la trace d'un légitime et nécessaire dialogue entre les autorités sanitaires et les concepteurs et fabricants de ces vaccins, somme toute révolutionnaires. Enfin, les entreprises ont accepté de prendre des grands risques financiers en lançant la production à grande échelle de leurs vaccins avant d'avoir toutes les autorisations, ce qui a, là encore, fait gagner beaucoup de temps. Donc, en résumé, aucune précipitation, mais une rapidité et une efficacité permises à la fois par les avancées de nos connaissances scientifiques, notamment en virologie, par les techniques extrêmement performantes de la génétique la plus moderne, par les financements incroyables mis sur la table pour répondre à l'urgence sanitaire, et par les capacités de production de l'industrie pharmaceutique. Bien, c'est vrai que ce qui est nouveau, ce qui va vite, a tendance à faire peur. Il faut le reconnaître. Cela a toujours été. Rappelons-nous Pasteur et son vaccin contre la rage. Mais rappelons-nous également que nous sommes face à la Covid-19 dans une situation de vraie urgence sanitaire. Si ce n'est pas, bien évidemment, une excuse pour faire n'importe quoi, c'est une justification suffisante pour ne pas perdre de temps. Les malades, vieux comme jeunes, parfois hospitalisés en service de réanimation, celles et ceux qui subissent les séquelles de la maladie depuis des mois, mais aussi les proches de personnes que la maladie a emportées, ne comprendraient certainement pas que l'on tergiverse alors qu'un outil de lutte potentiellement très efficace contre la maladie est là, prêt à être utilisé. À cela, je sais, certains vont nous dire « Oui, mais il y a des risques ». C'est vrai, mais toute entreprise médicale et plus généralement toute entreprise humaine est associée à des risques. Il y a des risques auxquels on ne prête pas ou plus du tout attention, comme traverser la rue, prendre sa voiture, fumer ou boire de l'alcool. Le risque a la propriété d'être quantifiable, ce qui devrait nous aider à décider ce qui est acceptable compte tenu d'un bénéfice qu'on en attend. Mais pour ce faire, en toute conscience, il faudrait que les statistiques nous parlent. Et c'est rarement le cas. Que dire, si un risque de 1% de ceci ou cela gênant, grave ou mortel peut nous faire oublier qu'il y a 99% de chances qu'il ne se passe rien. C'est en prenant des risques, en nous faisant prendre des risques, que la médecine a permis d'améliorer la vie des humains et de la prolonger dans des proportions inenvisageables il n'y a pas encore si longtemps. En matière de vaccination et donc de prévention, nous avons un peu l'impression d'être face à une équation impossible. Il y a le risque d'attraper le virus, celui d'en être malade, le risque qu'il s'agisse d'une forme grave, voire mortelle. Face à cela, il y a le risque de se faire piquer, celui réel, même peu fréquent, de réagir négativement à l'injection, avec des effets connus et documentés tels que fièvre, mal de tête, nausées, qui peuvent être également des effets secondaires d'une soirée bien arrosée qu'on accepte alors plus facilement sous le nom de gueule de bois. Et puis il y a, et il ne faut pas le taire, il faut être transparent, le risque beaucoup plus faible d'effets adverses plus sérieux, éventuellement à moyen terme, pouvant conduire jusqu'au décès de la personne vaccinée. Tout ceci est connu, très documenté, et les médecins, comme les autorités de santé, peuvent et doivent nous en informer et dans la mesure du possible nous aider à limiter ce risque. On ne vaccine pas par exemple un sujet polyallergique ou une personne très âgée et fragile comme on peut le faire sur une personne en bonne santé dans la force de l'âge. Si l'on revient aux 1% et 99% de tout à l'heure, il ne faut jamais oublier qu'en face du risque vaccinal assez bien documenté et évaluable ou évalué, il y a le risque certainement pas moins important de ne pas se faire vacciner. Il est vrai que la simple prise en compte de l'évaluation et de la gestion du risque, des risques notamment en matière de santé publique, ne doit pas esquiver à la question de son acceptation ou de sa non-acceptation. Il est alors question
des aspects sociaux, juridiques, politiques, scientifiques, techniques, économiques et bien sûr éthiques associés. L'acceptabilité du risque trouverait ainsi son fondement dans la justification sociale des activités qui sont à l'origine de ce risque, la vaccination dans le cas d'espèce. Responsabilité individuelle et justification sociale pèsent sur la manière dont le risque est à la fois perçu et assumé, au nom et au bénéfice de quoi et surtout de qui. C'est dans ce qui peut apparaître comme une brèche dans la pensée que s'engouffrent les anti-vaccins qui, loin d'argumenter sur des risques vrais, se contentent d'agiter des peurs. Rappelons-nous l'adage populaire et, néanmoins vrai, que la peur n'évite pas le danger. Maladie nouvelle alors, nouveaux vaccins, fulgurance des avancées scientifiques, progrès médicaux, mais aussi manque de confiance, peur, risque. Il y a tout cela dans la prévention de la maladie grave qu'est la Covid-19. Tout cela et bien plus. Notre individualisme naturel nous fait croire que c'est le « je » qui est en cause, ma liberté, mon choix, je me vaccine ou pas. Après tout, c'est de ma santé qu'il s'agit. Eh bien non. L'acte de vaccination est un acte de santé publique. Ce n'est pas de moi, pas seulement de moi qu'il s'agit, c'est de nous. Pour permettre que je ne risque quasiment plus rien face à la variole, il a fallu que des millions de personnes acceptent d'être vaccinées pour que la maladie disparaisse. Dans le cas de la Covid-19, si l'on ne sait pas encore exactement quel niveau de vaccination est nécessaire pour limiter significativement l'infectiosité du virus SARS-CoV-2, on sait en tout cas que la recherche d'une immunité collective par le biais d'une infection naturellement acquise n'est pas une stratégie envisageable. Ce qui est en train de se passer dans certaines régions du Brésil, à Manaus notamment, le démontre. La vaccination n'est donc pas une option, ce n'est pas un choix individuel, mais une nécessité de santé publique, une obligation solidaire et éthique. Plus qu'une volonté, la solidarité peut être perçue comme résultant d'un lien social a priori. On y trouve dans ce terme solidarité à la fois la notion d'entièreté de tout, de cohésion et de force. La cohésion sociale naît d'un lien créé et accepté au titre d'une obligation solidaire. Elle recouvre la notion d'interdépendance et de dépendance mutuelle entre personnes ayant ou ressentant le besoin qu'ils ont les uns des autres. En cela, la solidarité se distingue de la générosité qui n'implique aucun lien a priori et qui participe d'une démarche individuelle. Pour autant, la reconnaissance d'une dépendance les uns vis-à-vis des autres, d'une interdépendance entre personnes, n'oppose pas et ne doit pas opposer formellement solidarité et liberté, sauf à faire de cette dernière un absolu fondé strictement sur un choix individuel. Ce qui n'est pas mon option favorite. Si la solidarité que notre devise nationale nomme fraternité est un principe éthique fondamental, en particulier en matière de vaccination, et plus encore lorsqu'il y a urgence sanitaire ou vaccinale, l'ensemble de la réflexion éthique doit nourrir les actions publiques dans ce domaine, ce que l'on nomme la stratégie vaccinale. Tout faire pour qu'une politique de santé et ou de recherche puisse réellement exister, en particulier dans le domaine de la santé publique, est indispensable. Mais il faut bien être conscient qu'elle est souvent restreinte à l'art du possible, alors que l'éthique, elle, tente de la mener à l'art du meilleur. En d'autres termes, l'éthique n'est pas responsable de dire le bien, mais de faciliter le développement de ce que la société, notre société, veut mettre en place en termes de vie bonne, de vie meilleure lorsqu'on est en période de crise sanitaire grave comme c'est le cas aujourd'hui. Ainsi que je le dis souvent, la réflexion éthique qui a pour fonction d'interpeller les modes de pensée et d'agir, de remettre en question les certitudes,
remettre en question également les pouvoirs, les pensées dominantes, les modes. Cette réflexion éthique se doit d'être indépendante et plurielle, laïque en quelque sorte, afin de lever les tabous et empêcher que certaines questions, y compris les plus difficiles, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, ces questions les plus difficiles ne soient pas posées. Je vous remercie de votre attention. Merci Patrick Gaudret pour cet éclairage qui a rappelé la nécessaire solidarité des individus face à cette pandémie et a remis l'éthique de la santé publique au cœur du débat. Acte thérapeutique à part, la vaccination transcende l'individu. On le fait pour soi, mais aussi pour les autres. Scientia est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Scientia, une émission de l'UFAL, l'Union des familles laïques. À bientôt.